Nous sommes maintenant dans le chapitre 3 du livre de Sklar et on commence vraiment les sujets au cœur de notre cours de communication numérique. Et la première étape la plus importante, c'est de regarder qu'est-ce qu'on appelle le récepteur linéaire d'échantillonnage. Donc, ce récepteur linéaire d'échantillonnage est dans la section 3.1 du livre. Dans le livre, il y a un schéma bloc assez complexe pour qu'est-ce que ça passe dans un système de communication. Ici, c'est le schéma en bloc pour un signal en bande de base. En bande de base, ça veut dire que c'est un signal qui est centré sur le DC, qui n'a pas de porteuse. Dans tout le bagage mathématique, on fait pour la bande de base, mais tout le développement mathématique s'applique aussi quand nous avons plutôt une porteuse, donc où la fréquence centrale est déplacée. Mais pour simplicité, on commence l'analyse dans la bande de base. Il y a en gros deux étapes pour le système de communication. On commence ici avec le signal qui est transmis. Donc ici, c'est les données dans le format qu'on a choisi. Il est transmis et on tient au compte des bruits thermiques qu'on ne peut pas éviter. Donc ici, c'est le bruit additif gaussien qui finalement nuit à la transmission de ces données. Donc nous avons ici le signal reçu et le signal reçu, on peut écrire comme avoir passé par un canal et après avoir eu le bruit ajouté. Donc, dans la modulation, c'est possible qu'il y ait des étapes comme la manipulation de fréquences, etc. Mais c'est certain qu'il y aura un filtre au milieu de la démodulation. Et ça, c'est pour filtrer le bruit. On ne veut pas le bruit qui est dans toutes les bandes fréquences quand le signal, lui, il occupe une petite partie de la largeur de bande. Donc, bruit additif gaussien. Pour toutes les fréquences, il y a le contenu, il y a la présence de bruit. Mon signal, il occupe une certaine bande, je ne sais pas laquelle, mais si je permets mon récepteur de voir tous ces bruits qui n'est pas intéressant, ça ne va pas avoir une bonne transmission, une bonne réception. Donc, il y a toujours un récepteur, filtrage au récepteur pour éliminer le bruit qui est hors de signal. Donc, c'est certain que celui-là, il n'est pas optionnel comme les autres éléments, ça dépend de quelle modulation. Il y a toujours un filtrage. Donc, l'optionnel versus l'essentiel. Donc, après d'avoir filtré notre signal qui était envoyé, qui avait le bruit introduit, on fait le filtrage pour éliminer le bruit. Après ça, nous avons un échantillonnage. Il y a un intervalle de bits et on cherche c'est quoi le bit pendant cet intervalle. Donc, on n'a qu'un seul échantillon qui est effectué à chaque intervalle de bits. Et à partir de ça, nous allons décider. On va faire la détection qui est la décision. C'est l'étape où, en regardant qu'est-ce qui était la mesure qu'on a fait, finalement, c'est quoi notre décision? Est-ce qu'il était une 0 envoyée ou une 1 envoyée? Donc, on va mesurer une tension après un filtrage et c'est cette valeur-là que nous allons exploiter pour décider c'était quoi envoyer. Donc, il y a une vraie donnée qui a été envoyée ici et à la détection, on va avoir une décision ou une estimée. Si on veut, c'est une estimée de données. Une autre décision sur c'est quoi qui a été envoyé. Donc, c'est ça, un système de communication, transmission de données, introduction de bruit. On fait un filtrage pour l'éliminer. On va échantillonner et prendre une décision. Donc, au lieu d'avoir toute cette description qui est très large, je vais maintenant passer à une version de schéma en bloc simplifié où nous avons que l'essentiel. Donc, dans l'essentiel, on conserve cette partie-là, les données, l'introduction de bruit. Nous allons garder que le filtrage
échantillonnage et la décision. Donc ici, la version de schéma en blanc simplifiée avec l'essentiel. J'ai un signal envoyé, le bruit introduit, le filtrage, l'échantillonnage et finalement la prise de décision. Et après la prise de décision, bien sûr, c'est notre estimé de message envoyé. Donc, signal envoyé, c'est le S1 de T ou S0 de T. Donc, je ne spécifie pas maintenant c'est quoi le code de ligne, c'est quoi est-ce que c'est une approche unipolaire, bipolaire, c'est quoi les niveaux de tension, c'est pas important. J'ai deux formes d'onde, un pour envoyer le signal 0, l'autre pour envoyer le logique 1. Donc, deux fonctions temporelles, je ne spécifie pas si c'est carré, pas carré, c'est juste deux fonctions temporelles, un qui est envoyé comme pour le logique 0, l'autre pour la 1. Il y a le bruit gaussien qui est ajouté ici, et les deux ensemble, ça fait le signal reçu. Le signal reçu, maintenant, on entre dans la boîte, et la boîte, c'est notre récepteur, si on veut. Et dans le récepteur, on a le filtre. Le filtre, je vais spécifier de deux façons. La réponse en fréquence, H majuscule, la réponse impulsionnelle, H de T. Après ça, nous avons la sortie du filtre. La sortie du filtre, on sait à partir des discussions sur l'analyse des signaux, qui sera le signal reçu, convolution avec les réponses impulsionnelles de filtre. Donc, il y aura un composant qui vient du signal et un composant qui vient du bruit. Donc, je vais séparer ces deux composants et je vais les donner un nom. La convolution de le symbole S de T avec H de T, je vais appeler A. Et le I ici, ça va être le résultat si c'était un 0 envoyé finalement ou c'était un 1 envoyé. Donc, le I, c'est une indication de lesquelles étaient les données. Et la convolution de N de T avec H de T, c'est devant N chapeau de T, devient N de T, et sur mon bruit filtré. Donc, j'ai un composant qui vient seulement du signal et un autre composant qui vient du bruit. Donc, ça, c'est une fonction temporelle. C'est ce que je fais après le filtrage, c'est de faire l'échantillonnage. Après l'échantillonnage, le Z de T, ça va être le Z de pas le T dans une fonction temporelle, mais surtout, sera Z de T majuscule, le temps d'échantillonnage. Au temps d'échantillonnage, il y aura quand même la contribution, une partie qui vient du signal, une partie qui vient du bruit. Donc, je vais garder ces décompositions de échantillons après l'échantillonnage ici. Et je vais donner un nom spécifique à cette chiffre-là. C'est une seule chiffre. Donc, j'ai une fonction temporelle, ça passe par un filtre, boum, un échantillonnage, je vais chercher une seule chiffre. On appelle ça les statistiques du test. C'est ça que nous allons utiliser finalement pour entrer dans le stage de décision. Donc, la décision de ce qui a été envoyé n'est pas basée sur toute la forme d'onde qui a été envoyée. Finalement, c'est un chiffre, la statistique du test, pas une fonction temporelle, qui sera utilisée pour déterminer, de prendre notre décision de ce qui a été envoyé. Donc, la dernière étape, la décision, la détection. La détection, c'est la comparaison de cette statistique du test, c'est ce qu'on a mesuré pendant l'échantillonnage, et de comparer avec une seuil. Donc, gamma, ici, ça représente une seuil qui va déterminer si la statistique du test est plus grande que le seuil, je vais décider pour 1. Si la statistique du test est plus petit que le seuil, je vais décider pour la logique 0. Donc, on appelle là la décision ou l'estimation de la donnée qui était envoyée. Donc, j'ai dit que dans la statistique du test, il y a une contribution qui vient du signal. Donc, il y a deux possibilités pour cette partie-là. Et soit qu'il était une 0 logique envoyée ou qu'il était une logique 1 qui était envoyée. Donc, s'il était vraiment une 0 qui était en logique 0 qui était envoyée, à ce moment-là, sera la forme d'onde pour la logique 0, le S0 de t, qui était convolué avec la réponse impulsionnelle et échantillonné finalement à temps t.
Ici, c'est exactement la même opération mathématique, sauf que c'est la forme d'onde qui est utilisée pour envoyer un 1 qui est ici. Mais je sais d'avance c'est quoi la forme d'onde que j'ai décidé d'utiliser. Je sais c'est quoi le filtre que j'ai décidé d'utiliser au récepteur. Donc, je peux précalculer d'avance c'est quoi ces valeurs-là. Ce sont deux chiffres, sont déterministes. Si c'était un 0, ça doit être 3,5. Si c'était un 1 envoyé, ça doit être 5,7. Je ne sais pas. Ce sont deux chiffres. Donc, A0 de T majuscule et A1 de T majuscule sont deux chiffres. Et c'est ça qui je vais référer à ça pour déterminer une bonne stratégie pour la détection. Finalement, je vais comparer avec une seuil, mais quel seuil? Mais ça va être une fonction de ces chiffres ici. Donc, s'il y avait une partie qui vient de signal, il y a aussi une partie qui vient de bruit. La partie qui vient de bruit, c'est la convolution de bruit additif gaussien avec la réponse impulsionnelle de fuite qui était choisie. Après ça, je fais un échantillonnage à tenter. Donc, on sait que N chapeau de T est un processus aléatoire gaussien. C'est ça que j'ai discuté dans la première semaine. Si N de T est processus aléatoire gaussien, quand je fais la convolution de N chapeau de T avec une réponse impulsionnelle quelconque, le résultat est aussi un processus aléatoire gaussien. Pourquoi? Parce que c'est une manipulation linéaire. Et les manipulations linéaires, ça garde cette densité de probabilité. Donc, j'ai un processus aléatoire et je vais échantillonner mon processus aléatoire. Qu'est-ce qui arrive quand on fait un échantillon d'un processus aléatoire? On a une variable aléatoire. Donc, nous avons une variable aléatoire, étant donné que le processus avait une densité gaussienne pour toutes les valeurs de T, notre échantillon sera aussi gaussien. Donc, le N de T, la contribution qui vient du bruit, est une variable aléatoire. Ici, c'est déterministe. La partie qui vient du signal, une fois que je sais est-ce que c'était un 0 ou un 1 envoyé, c'est déterministe à ce point-là. Mais le N de T, la contribution de bruit, toujours stochastique, une variable aléatoire, et par hypothèse, avec une distribution gaussienne. Donc, examinons donc la densité de probabilité pour le bruit échantillonné. Donc, c'est une variable aléatoire, ce n'est plus un processus aléatoire, une variable aléatoire. Donc, je sais que c'est une densité gaussienne. Par hypothèse, c'est une densité qui est de moyenne nulle. Ça, c'est sans perte de généralité. Si ce n'était pas nul, j'aurais pu juste prendre le signal reçu et envoyer le constant, la moyenne, et il va être rendu de moyenne nulle. En tout cas, en l'hypothèse gaussienne de moyenne nulle. Donc ici, c'est le symbole pour dire la variable n minuscule. Le n majuscule ici n'a rien à voir avec le bruit, c'est normal, c'est la densité gaussienne. Le premier 0 ici veut dire de moyenne nulle. Et le deuxième chiffre, le sigma carré, représente la variance de cette variable aléatoire. Donc, c'est une densité gaussienne. Donc, on a la notation ici, mais on peut aussi donner l'expression exacte pour la densité de probabilité. Et c'est 1 sur la racine carrée de 2pi. Ici, c'est la variance, sigma. E à la moins n carré divisé par 2 sigma carré. Donc, une densité gaussienne. Gaussienne moyenne nulle, variance sigma carré. La densité de statistique du test. Donc, je sais que cette partie-là est une variable aléatoire. Cette partie-là, c'est déterministe. Donc, je sais c'est quoi la densité de statistique du test. La statistique du test sera aussi gaussien parce que j'ai un gaussien plus un chiffre. Et donc, ce sera juste une densité gaussienne où la moyenne est changée. Donc, la moyenne est maintenant ce constant qui était ajouté et la variance n'est pas changée. Donc, un peu de notation maintenant, parce qu'on va continuer à faire une analyse stochastique pour décider c'est quoi que notre comparaison avec une seuil, quel seuil. C'est ça que je discute maintenant. Donc, le vocabulaire,
nous allons simplifier la notation. Au lieu de toujours dire c'est n qui était une fonction de temps qui était maintenant échantillonnée à t majuscule, on va utiliser simplement le petit n, le petit z à i. Donc, pour les échantillons, on oublie la notation où j'ai spécifié la dépendance temporelle. Il faut parler maintenant aussi d'une densité conditionnelle, parce que c'est certain que le AI est basé sur des données, soit 0 ou soit 1. Et on peut considérer que est-ce que c'est 0 ou 1, c'est peut-être une variable aléatoire. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour préciser notre interprétation? C'est de dire qu'il y a une densité conditionnelle pour Z qui est la statistique du test. En sachant, donc cette ligne verticale ici veut dire, on lit en sachant, donc en sachant qu'il y était I qui était envoyé. Je ne peux pas remplacer I par logique 0, je peux remplacer I par logique 1. Étant donné que I était envoyé, Z a une certaine densité. Donc si je sais d'avance qu'il y était une 0 logique qui est envoyée, je sais que la statistique du test aura une contribution qui est A0. À ce moment-là, c'est A0 plus un bruit, qui est la statistique du test. Donc, je sais c'est quoi cette densité conditionnelle, c'est ce que je viens de mentionner, sera A0 avec comme moyen. Donc, il y a deux densités conditionnelles d'intérêt. Il y a la densité de statistique du test en sachant qu'il y était une logique 0 qui a été envoyée. Et ça va être une densité gaussienne où le moyenne est déterminé par cette A0. Et il y a aussi la densité conditionnelle de Z en sachant qu'il y était une 1 envoyée. Donc, ces deux densités conditionnelles sont faciles de savoir d'avance. Donc, il y a la probabilité conditionnelle que je peux poser de l'autre façon. Donc, je l'ai posée ici. C'est quoi la densité de Z en sachant ce qui était envoyé? Mais je peux aussi poser la question, c'est quoi la probabilité en sachant une autre, de la flipper un peu, de lire de l'autre façon? Donc, je vais utiliser cette notation, ce vocabulaire. Avant, était la densité conditionnelle. Maintenant, je vais parler de la probabilité conditionnelle, donc le PR. C'est quoi la probabilité que SI ait été envoyé étant donné que j'ai mesuré une Z, une statistique du test? Donc, c'est la probabilité que la donnée envoyée était vraiment SI en sachant que la statistique du test était Z. Donc, est-ce qu'il est plus probable? Est-ce qu'il y a la probabilité d'envoyer une 0 en sachant que j'ai mesuré 0.135 ou est-ce que c'est plus probable d'avoir eu une logique 1 et une logique 0, juste en sachant Z? Donc, quand je l'ai flippé et je l'ai mentionné de cette façon, c'est comme ça qu'il est logique de poser la question. Notre détection, notre décision, comment est-ce qu'on va décider était une 0 ou une 1 envoyée? Mais nous allons observer, nous allons mesurer Z. Z, c'est l'information que nous avons et on aimerait finalement prendre des décisions. Est-ce qu'il est plus probable? C'est cela que je vais choisir. Donc, à date, nous avons les échantillons. Nous avons une définition de densité conditionnelle et c'est très facile parce que je sais la forme d'onde utilisée pour une 0, forme d'onde pour une 1, je sais c'est quoi le filtre, donc je peux calculer la A0 et la A1. En sachant ça, je sais c'est quoi ces densités de probabilité. Super, sont faciles à calculer, savoir. Mais quand c'est le temps de prendre une décision, c'est pas ça que je peux exploiter. C'est ce que je peux exploiter, c'est plutôt le contraire. En sachant qu'il y était Z qui était mesuré, c'est quoi la probabilité qu'il était une 0 ou une 1 qui était envoyée? Donc, comment est-ce que je peux utiliser information connue, information désirée, et pour ça, je vais vers une manipulation dans la théorie de probabilité. Donc, les densités conditionnelles, encore une fois, je vais juste l'écrire directement. C'était quoi ces densités conditionnelles que j'ai dit que c'était simple. Donc, les simples sont parce que la probabilité de Z, en sachant qu'il était une 0 envoyée,
C'est juste la densité de probabilité gaussienne, sauf que maintenant, il y a une moyenne. Au lieu de moyenne nulle, la moyenne est à 0. Et le développement pour voir que c'est bien ça, la densité de probabilité, c'est en sachant qu'il était 0 envoyé, c'est comme de dire que je sais que Z est finalement A0 plus N. Parce que je sais qu'il était 0 qui est envoyé. À ce moment-là, je peux isoler la N, et N est égal à Z moins A0, et le N, je sais la densité, et je plug là, donc j'avais N carré divisé par 2 sigma carré, donc j'arrive à cette expression. Donc j'espère que c'est clair. Ça, c'est la densité quand 0 est envoyé. Pour le 1, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir A0, on a A1 comme la moyenne.